Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Alors j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume Athias. Alors Guillaume, expert en neurosciences et en sciences cognitives appliquées à la maîtrise des processus décisionnels. Guillaume a créé l'approche BMO, Brain Modus Operandi, en 2003. Il nous en dira un peu plus là dans quelques minutes. Au cours de 12 années qui ont suivi, il a su monter en efficacité, ou du moins plutôt montrer son efficacité à développer les forces économiques et managériales d'entreprises de toute taille. Face au succès de sa méthode, il transmet aujourd'hui ses connaissances et on a la grande chance de l'avoir avec nous. Alors sois le bienvenu Guillaume, comment te sens-tu ? Bien. Un grand bonjour à tous et un grand merci à toi de m'accueillir parmi vous. Et effectivement, j'ai hâte qu'on puisse échanger, partager tous ensemble. Donc, je me sens super bien. Ouais, bon bah moi aussi je me sens super bien parce que mine de rien, il y a des choses qui me parlent, les neurosciences, tout ce qui touche au cognitif et voilà, en tant qu'expert que tu es, je pense que tu vas nous apprendre pas mal de choses. Commençons par la base. Qui es-tu Guillaume, vu par Guillaume ? Déjà, quand tu me dis expert que tu es, tu sais, tu me mets une pression. Mais t'inquiète, à toi de jouer avec. Avec, ok, super. Qui je suis Alors effectivement, le terme pompeux, c'est expert en neurosciences et sciences cognitives appliquées. Et si je vais plus loin, c'est appliqué aux stratégies d'adaptation des individus à leurs environnements. Donc ça, c'est le terme très pompeux, tu vois, c'est quand tu veux faire bien en conférence. Avant toute chose, je crois que je suis un grand curieux. Si je devais me définir en un mot, ça serait vraiment curieux. Ce qui m'intéresse, c'est et ce qui me passionne depuis 20 ans, tu as rappelé tout à l'heure en introduction que BMO était créé effectivement en 2003, il s'est passé donc du coup 20 ans, je sais pas où elles sont passées ces 20 années, hein. C'est tellement intense, tellement riche d'échanges que c'est passé à une vitesse de dingue, et donc ça fait 20 ans que ma curiosité, et cette curiosité a fait naître une passion, c'est de comprendre comment en tant qu'individu, en tant qu'être vivant, eh bien on vient à interagir et à s'adapter à nos environnements. Et durant les siècles derniers, on a développé énormément d'analyses, de réflexions très empiriques. C'est-à-dire que dans l'empirisme, on teste quelque chose et puis on observe la réaction. Et puis si jamais on trouve une récurrence, eh ben, on formule une hypothèse. Et à partir de cette hypothèse-là, on prend un panel très large d'individus pour vérifier si l'hypothèse se valide ou pas. C'est toutes les approches empiriques et on a découvert énormément de choses absolument fantastiques grâce à ça. Mais moi, en tant que curieux, je me suis aperçu que dans les approches empiriques, eh bien, oui, on constate des choses, mais on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi l'individu s'adapte comme ça. On constate que si je mets une claque à quelqu'un, il y a une chance sur 3 d'en prendre une autre en retour, si tu veux. Il y a des chances. Voilà. Oui, mais pourquoi c'est à la louche, hein. Pourquoi dans un tiers des cas, je m'en prends une autre en retour ? Pourquoi dans un autre tiers, je vais pas me prendre une baffe, mais par contre, la personne va me traiter de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Et pourquoi, dans un autre tiers, la personne va baisser la tête et finalement partir en pleurs ou juste extrêmement touchée émotionnellement, mais finalement rien me renvoyer. Et pourquoi, en fait ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Et ce qui nous manquait, et le chaînon qu'aujourd'hui, depuis les 30 dernières années de progression des neurosciences et des sciences cognitives, nous ont amené, c'est la capacité de pouvoir enfin comprendre ce qui se passe entre le moment de perception de l'environnement et le moment où le corps va venir, où l'individu va venir déclencher une réponse adaptative. Dans les approches empiriques, on s'intéresse aux stimuli, on regarde la réaction, mais entre le moment de perception et de réaction, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et ben, depuis 20 ans, c'est ça ma passion. Qu'est-ce qui se passe entre guillemets entre nos deux oreilles, parce que c'est difficile de déconnecter le corps et le cerveau. Ça fonctionne comme un tout cohérent. Mais qu'est-ce qui se passe entre le moment de perception et le moment de réponse adaptative ? Voilà. Et il y a 20 ans, j'ai commencé à faire des approches transversales dans les sciences cognitives, avec un parcours un peu particulier parce que je séchais presque mes cours de lycée pour être dans les amphis. Donc... franchement, n'hésite pas à aller dans les détails, hein, si tu veux. Dans les détails. En fait, il faut savoir que j'ai la chance de pouvoir appréhender des environnements complexes assez facilement. Et donc, j'étais dans un lycée spécialisé où j'avais cours que le matin. Mais c'est quel lycée, ça ? C'était à Bordeaux, hein, c'est ça ? Ouais, c'était à Bordeaux. Et il se trouve que, bah voilà, quand
quand tu fonctionnes un peu différemment de tes amis, de tes potes, etc., ou que tu entends sans arrêt tes amis dire, tu vois, tu poses une question, puis tu as des amis qui te regardent en disant, ouais, non, laisse tomber, c'est les questions à Guillaume, ça, c'est, voilà, et que tu te poses clairement des questions que personne ne se pose, bah, tu te Ouais. demandes comment ça fonctionne un peu, quoi. Et il se trouve que ce lycée était juste derrière les facultés de sciences cognitives de Bordeaux. Ok. Et j'ai découvert que, bah, à midi, quand je sortais de cours en seconde, bah, je pouvais me taper l'incruste dans les amphis et les cours magistraux de sciences cognitives. Hmm. Ça y est, Et c'était le début. voilà, et j'ai squatté grave. Donc j'ai commencé à, voilà, en passager clandestin, à être dans ces cours d'amphi. Donc le matin, j'étais en seconde, et l'après-midi, je faisais des modélisations systémiques des cours qui étaient donnés en sciences cognitives. Et je me Ok. suis aperçu, en traduisant ça en modèle systémique, que bah, parce que j'étais dans les cours de sciences comportementales, sociaux, ethno, anthropo, etc., et que bah, finalement, une fois qu'on abolit un peu les termes et qu'on fait apparaître des schémas systémiques, eh bien, au lieu de travailler en silo comme c'était le cas, eh ben, en fait, Hmm. il y a une vraie transversalité dans ces approches. Et donc moi, j'ai commencé à aller chercher les transversalités. Ok. Et bon, les gens me voient pas, mais là, je suis chauve. Donc, on a du mal à m'imaginer avec les cheveux longs, et c'était le cas à l'époque, je les avais à l'épaule. J'avais une barbe prépubère avec 3 poils sur le caillou, enfin sur le Je menton. crois qu'on peut retrouver des photos de toi, les cheveux longs, non, sur le web. Alors, théoriquement, elles sont toutes sécurisées, j'espère. Ah. J'espère. D'accord. Bon, c'est Et que mon imagination est forte alors. ah ouais, c'est ça, ne m'imagine pas avec les cheveux longs, merci. Et donc, bah, bien évidemment, j'ai fini par me faire choper. Et à l'époque, il y avait un maître de conf juste avant de me foutre dehors, parce que je me suis fait choper parce que j'ai posé une question. Et quand il m'a demandé, mais vous êtes qui, vous? Oups. Et donc, il allait me foutre dehors. Et puis, juste avant de me foutre dehors, il me dit, mais par contre, j'ai une question quand même. Comment vous avez pu m'interroger sur quelque chose qu'on n'avait pas vu? Et en fait, ce qui s'est trouvé, c'est que dans l'analyse systémique, j'en avais marre parce que tout le monde tournait autour du pot, d'un Ok. point qui était jamais évoqué. Et moi, je suis arrivé droit là-dedans. Et du coup, bah, il a regardé mes schémas. Et puis, bah, au lieu de me foutre dehors, il m'a dit, bon, vous asseyez au fond, je veux plus vous entendre. Et quand on a fini le cours, on va prendre un café, il faut qu'on parle. Voilà. Et ça a démarré D'accord. comme ça, cette aventure. Et donc, lui, il s'est mis à me nourrir énormément en données pour que je puisse traduire ça. Il m'a connecté un peu partout avec ses confrères. Moi, le Ouais. matin, donc après, bah, à ce moment-là, j'étais en première. Hmm. Et puis, une fois que je suis arrivé à une limite, en fait, dans l'analyse transversale sur les sciences cognitives. C'est qu'en sciences cognitives, on s'intéresse au traitement des flux de l'information. Hmm. Ok. Mais si on veut comprendre le traitement des flux de l'info, à un moment donné, il faut comprendre la structure qui supporte les flux. Hmm. Et ça, on le Ok. fait pas. En tout cas, il y a D'accord. 20 ans, c'était pas du tout abordé. Est-ce que c'était le point justement que tu as mis en exergue vis-à-vis de ton prof? Parce que là, tu dis que tu tournais Oui, autour du pot et tu c'est avais ça. un point justement, c'était ça. Ok. Exactement. En fait, là, on rentrait dans les logiques de type neurotransmetteur, conductivité, Ouais. électronégative et autres. Et ça, ça faisait pas partie des programmes. Et donc, lui m'a D'accord. connecté côté médecine, où du coup, je suis allé faire de la neurobio, neuroanatomie fonctionnelle, de l'endocrino, etc. Mais j'étais un Hmm. électron libre. J'étais un électron libre. Et quand j'ai fini par passer le bac, euh, eh bien, il voulait qu'en sciences cognitives, j'aille faire un doctorat Ouais. pour aller faire de la recherche. Et puis, côté fac de médecine, bah, il voulait absolument que je fasse médecine et qu'après, je parte dans la recherche. Le problème, Hmm. c'est qu'il y a 20 ans, bon, déjà aujourd'hui, médecine et sciences cognitives, c'est un peu compliqué. Mais Ouais. alors, il y a Ouais. 20 Ouais. ans, c'était de Alors, la guerre ouverte. Hein. C'était ouais, c'est tiré à dingue. boulet rouge. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire de la recherche, c'était de comprendre les comptes rendus de recherche pour voir comment on pouvait les mettre en application dans la société. Et Hmm. donc, à 19 ans, j'ai fini par réussir à faire la passerelle entre ces deux domaines de sciences et à Ok. créer une modélisation qui s'appelle aujourd'hui BMO, Brain Modus Operandi. Et Hmm. donc, cette modélisation nous permet de comprendre du début jusqu'à la fin de la chaîne qu'est-ce qui se passe entre le moment où je perçois mon environnement et le moment où je déclenche une réponse adaptative. Voilà. D'accord. Et ça a Ok. démarré, donc j'avais 19 piges. Il y a 20 ans, ça intéressait exclusivement que les universitaires. D'accord. Et puis à 20 ans, 20, 20, 21 ans, je sais plus exactement, mon premier acteur externe qui m'a fait confiance a été la DGA, la Délégation Générale pour l'Armement, Hmm. enfin la Direction Générale pour l'Armement. Ouais. T'as Et un site qui est basé à côté de Montpellier, Mérignac, je crois, hein, c'est ça. alors, La Traîne, Ah, ok. à La Traîne, à côté de Bordeaux. Ouais. Et c'est un centre de formation. Et voilà, j'avais ouais, 20, 21 piges, à train de former
on parle souvent de légitimité, je pense que ça m'a bien formé là-dessus. J'avais Le en face syndrome de de moi. l'imposteur, tu Ah ouais, l'as c'est ça, j'ai pas eu le expulsé. choix. C'est ça, j'avais pas le choix. C'est les premières formations que j'ai données là-dessus, j'avais des promos de 15 à 20 personnes Ok. qui avaient 45 ans, 25 ans d'armée. Ils avaient plus de temps de carrière dans l'armée que moi, je n'avais vécu sur Terre. Punaise. Ok, je comprends. Ouais. Ouais, tu te pointes en te disant bon, on va faire preuve d'humilité, je suis pas là pour vous apprendre la vie, les gars. Ouais. Mais voilà, j'ai peut-être deux trois trucs à pouvoir vous transmettre qui font peut-être sens. Et puis, Hmm. bah écoute, finalement, ça a fait sens. Et c'est ce que j'aime à dire, c'est que ça fait 20 ans et j'ai jamais travaillé de ma vie parce que oui, j'ai fait des Ouais. tonnes et des tonnes de choses, mais j'ai juste tout le matin, je me lève et je réalise ma passion. Ouais. Donc Ouais, c'est bah, le truc. et du coup, ta passion concrètement, c'est quoi si on devait la mettre en une phrase? L'humain, juste l'humain. D'accord. C'est quand même incroyable, cet organisme vivant, cette machine biologique dotée d'émotions, d'esprit, la conscience d'être. C'est quand même un truc Ouais. incroyable quand tu y réfléchis, la conscience d'être. Et Ouais, c'est clair. la conscience de soi, ça nous vient notamment d'une zone du cerveau, quoi, majoritairement la partie orbito-frontale. Et cette zone du cerveau, c'est quand même un organe qui a eu le pouvoir de choisir son nom. Hmm. Si tu y Ouais. réfléchis 10 secondes, c'est un Ouais, organe qui ouais, est c'est capable de clair. se nommer. Le foie, lui, il a pas eu le choix, hein. C'est Le clair. foie, le cerveau lui a dit tu t'appelleras foie. Ah bon? Bon, merde. Non, mais Bon, ok. c'est vrai, c'est clair. Je peux me nommer. Ouais, Alors ouais, que le ouais. cerveau a une faculté incroyable d'être capable de se nommer. Et Hmm. tu vois, je trouve ça fascinant en fait, absolument Et fascinant. Et comment je- tout ça fonctionne? Ok. Et comment toi quel est ton process avant alors peut-être même avant d'aller là-dessus, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de parce qu'en fait tout le monde ne connaît pas forcément ce que c'est que les neurosciences ou les sciences cognitives. Mhm. Peut-être parler de qu'est-ce que les neurosciences très rapidement, qu'est-ce que c'est que les sciences cognitives très rapidement, quelle est la passerelle que tu as réussi à mettre en œuvre, et puis après on rentrera dans tes processus de fonctionnement, comment tu as réussi à modéliser tout ça et ainsi de suite. Donc, Alors, s'il te plaît. les neurosciences, enfin, les neurosciences ou les sciences cognitives, c'est des dénominations Ouais. qui parlent d'univers gigantesques. C'est-à-dire que Yes. c'est vraiment des univers entiers. Pour les résumer juste en quelques mots, et je sais que les puristes vont faire des bons, mais si je dois réunir si je dois expliquer les neurosciences, enfin, on va commencer par les sciences cognitives. Les sciences cognitives, on va essayer de comprendre comment le cerveau traite les flux d'informations. Donc, Hmm. je le fais vraiment à la serpe, Ouais, mais mais bien sûr. la modalité de traitement de la pensée. Hmm. Mais la pensée n'émerge pas de nulle part. Elle a besoin d'une structure neurophysiologique, biologique, Hmm. chimique. Et ça, c'est plutôt la partie neurosciences. En tout cas, Yes. moi, c'est ces domaines-là que j'ai étudiés dans ces domaines. Après, les neurosciences ne s'arrêtent pas à de la structure. Il y a toute la pathoclinique, il y a enfin, il y a encore C'est d'autres très domaines. très large. Ouais, ouais. Mais voilà, en quelques minutes, il y a l'étude de la pensée et de l'autre côté, donc sciences cognitives, de l'autre côté, côté neurosciences, la partie très structurelle, Mhm. biologique, neurochimique de Ouais. l'humain. Et c'est deux protocoles de recherche qui n'ont rien à voir. Donc les Hmm. dénominations ne sont pas les mêmes, les schémas d'études ne sont pas les mêmes, les cloisonnements des parce qu'on ne peut pas étudier dans l'ensemble, c'est trop complexe, donc on est obligé de cloisonner des sujets Bien sûr. d'études. On les cloisonne pas de la même manière. Ok. Donc autant j'ai pas eu trop de difficultés à aller chercher les transversalités intra-branches. Ouais. Donc la transversalité des sciences cognitives, ça allait. La Ouais. transversalité côté médecine, neurosciences, ça allait. Par C'est contre, voilà, j'ai la galéré, connexion. j'ai franchement galéré et j'ai passé un paquet de nuits pour réussir à connecter ces deux branches et qui Hmm. pourtant sont parfaitement complémentaires. Et, euh, Yes. et pour moi, c'est impossible de les dissocier Ok. parce que bah, c'est comme si tu regardais une montre et que soit tu étudies que les aiguilles et le cadran, ou Ouais. alors tu étudies que les rouages. Hmm. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, l'un n'explique pas l'autre. Ah non, bah non, mais carrément, Voilà, carrément. il faut les Et, combiner ensemble. et donc toi, comment t'apprends comment donc t'as fait de la recherche, mais tu lis des bouquins, tu vas voir les publications, tu expérimentes. C'est quoi ton protocole ou tes protocoles? Alors, au tout début, Ouais. vraiment à la naissance de BMO, j'étais encadré en permanence. J'étais non institutionnalisé, mais j'étais Ok. encadré en permanence. Donc j'avais sans arrêt des maîtres de conf, des professeurs, etc. avec moi qui me disaient tiens, il faut que tu lis ça, tiens, il faut que tu lis ça, tiens, il faut que tu explores ça. Ouais. Il a fallu passer aussi à travers
les guéguerres de courant de pensée. Ouais. J'imagine qu'en 20 ans, t'en as dû en avoir. Voilà, Ouais. quelques-uns. Ouais, non, mais lui, il écoute pas, il dit des conneries. Non, mais non. Donc là, pendant, on va dire, les 5, 6, 7 premières années, c'est eux qui me nourrissaient énormément, parce Ok. que je ne savais pas où aller chercher la matière. Et puis, j'arrivais pas non plus à porter un regard critique sur la matière produite. Ok. Et puis, petit à petit, de connexion de professeur en professeur, toi, tu trouves aussi des comptes rendus. Après, tu as tous les comptes rendus de recherche. Et là, pour le coup, moi, ça, c'est ma matière première directe. Donc, non, enfin, c'est une forme de recherche que je fais, mais je ne me définis pas comme un chercheur. C'est un Ouais. métier, c'est une démarche, c'est un mode d'exploration particulier. Moi, mon métier, mon cœur d'expertise, c'est de comprendre les comptes rendus de recherche et de savoir à la fois qu'est-ce qu'on peut en faire dans leur application. Ouais. Et puis, ça reste quand même des univers relativement complexes quand on n'est pas formé, quand c'est pas notre métier. Donc, mon deuxième aspect, c'est de rendre accessibles les comptes rendus de recherche au grand public. Donc, c'est de traduire ces comptes rendus de recherche. Donc, Ouais. aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les comptes rendus. J'ai encore l'immense bonheur d'être connecté avec des tonnes de centres de recherche, échanger avec les chercheurs, pour voilà, essayer de, 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 de rendre applicable en fait la recherche fondamentale. Yes. Et donc du coup, si moi je suis une personne, je suis dans mon quotidien, j'ai un travail, une famille, à quoi ça me sert tout ça? Rien. En quoi tu, en quoi tu peux m'aider? Non, laisse tomber, laisse tomber. La Ouais, vie est bon trop ben. prenante. Bah, Écoute, merci ça m'a fait Guillaume, c'était plaisir. fort À bientôt. sympathique, efficace, Merci, ça me fait simple. plaisir. Non, en fait, c'est dans la vie de tous les jours, on a l'impression d'interagir avec un environnement qui est bel et bien réel autour de nous. Alors attention, Hmm. plongez dans Matrix, le réel n'existe pas. Ouais, C'est-à-dire, et c'est pas tant, ça fait très blockbuster dit comme ça, ouais, mais mais pourtant, mais hmm, pourtant, c'est-à-dire que là par exemple, j'ai devant moi un verre d'eau. ouais. Sur mon verre, alors, les auditeurs ne voient pas, mais c'est un verre avec des dégradés de couleurs dessus. On sait très bien que dans le monde réel, celui qui nous entoure, il n'y a pas de couleur. C'est une Hmm. pure traduction de notre cerveau. C'est-à-dire que dire ce qui est autour de nous, même en science, c'est extrêmement compliqué. On ne Ouais. sait pas exactement ce qui, nous, en tant qu'organisme vivant, on s'adapte à des environnements, donc ce qui est autour de nous, mais c'est très difficile d'expliquer ce qui est autour de nous. Eh Et ouais. donc, on est pris dans ce qu'on appelle du coup l'illusion du réel en permanence. Hmm. Ce qu'on peut dire de ce qui est autour de nous, c'est que c'est un énorme bain d'informations qui est capté par nos sens. Donc, ce sont des récepteurs qui vont être stimulés quand il y a une information correspondante. Et notre Mhm. cerveau perçoit à peu près 11 à 12 millions d'unités d'informations chaque seconde. Et Hmm. ensuite, notre cerveau va venir traiter ces informations. Il faut imaginer Ouais. comme dans Matrix, hein, des 0 ou des 1. Ou pour ceux qui n'ont pas évolué sur l'internet, on peut imaginer un code Morse, hein. Ouais. Donc c'est des impulsions électriques et notre cerveau va devoir traduire ça pour créer une représentation de ce qui est autour de nous. Ouais. Mais une représentation, c'est quoi? C'est bien quelque chose qui est représenté, présenté à Hmm. nouveau. Exactement, ouais. Donc Interprété d'une certaine manière. exactement, présenté à nouveau dans notre tête ce qui est à l'extérieur. Hmm. Et donc déjà, ce qui est intéressant pour chacun d'entre nous, c'est d'être capable de se mettre un petit peu en distance par rapport à ça et de comprendre que l'on s'adapte non pas par rapport à ce qui est autour de nous, mais par rapport à ce qui existe dans notre tête. Yes. Et quand on arrive à se mettre en distance de ça et à décortiquer comment notre cerveau crée l'existence des choses qui existent dans notre tête, donc de la réalité que l'on se crée, eh bien, on peut commencer à mieux comprendre pourquoi et comment on crée cette existence des choses et pourquoi et comment on s'y adapte. Hmm. Et donc, sortir du voile de l'illusion, défocaliser un petit peu, mettre une distance entre Ouais. nous, notre action et notre environnement. Et cette distance, cet espace que cela crée, eh ben, ça va être un espace de compréhension, de meilleure connaissance de soi, de meilleure compréhension de l'autre, et de pouvoir s'offrir une possibilité de réaction différente. Hmm. Voilà. Ok. Et voilà, c'est ça le fond de la démarche.
Ok. Juste avant de continuer là-dessus, parce que bon, je trouve ça passionnant et ça fait quelques années moi aussi que je suis dans le domaine. Alors pas au même niveau que toi, je pense que je suis encore plus généraliste que toi, mais du coup, mais ça c'est juste génial. Euh, on parle de conscience, d'inconscience, tu parles de cerveau, tu as pas fait mention de conscience ou d'inconscience ou de subconscience. C'est quoi tous ces termes-là pour nos auditeurs qui se posent cette question? Alors justement, on parlait de créer l'existence des choses. C'est Ouais. notre cerveau qui crée l'existence des choses. Le processus de création d'existence des choses, c'est ce qui remonte à notre conscience. Hmm. Pour que quelque chose émerge à notre conscience, on a besoin d'une fonction qu'on appelle l'attention. Et cette attention, alors pour ceux qui veulent creuser un peu sur le sujet de l'attention, il y a un neurologue contemporain qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, chercheur en ce moment au Et ouais. CNRS. Il a fait progresser énormément les Ouais, ouais. neuros sur la maîtrise attentionnelle, la compréhension des mécanismes attentionnels. Je peux recommander Le cerveau attentif ou Le cerveau funambule, c'est des ouvrages fascinants. Ouais. Euh, et donc, quand notre cerveau récupère des informations, pas notre cerveau, quand l'attention, pardon, récupère des informations, il les porte à notre conscience et ça construit la représentation des environnements, ce qui est conscientisé. Mais, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on perçoit à peu près 12 millions d'unités d'informations par seconde. Hmm. Ça rejoint un énorme bain d'informations générales traitées par notre cerveau, puisqu'il en traite plusieurs centaines de milliards par seconde. Hmm. Et sur ces milliards d'informations traitées chaque seconde par notre cerveau, l'attention va en sélectionner environ 2000. Yes. Et c'est avec ces 2000-là que l'on va construire l'existence, la conscientisation, donc l'existence des environnements dans lesquels on s'adapte, et également la conscience de soi. Hmm. Okay, Ouais, ouais. donc Ok. finalement, la partie consciente, c'est juste en gros, c'est ces 2000 unités d'information qu'on combine chaque seconde qui nous permet de prendre conscience des choses qui existent. Ouais. Et l'inconscient, bah, c'est les centaines de milliards d'informations qui bouillonnent entre les deux. Et Hmm. tiens, pour les auditeurs, j'ai un petit truc, on peut s'amuser à toucher. J'ai fini par trouver une petite expérience qui nous permet de toucher du doigt la frontière entre le conscient et l'inconscient dans notre cerveau. Ah, vas-y, éclate-toi. Moi, ça m'intéresse. Tu as conscience que en permanence, on se parle dans notre tête. Ouais, ouais, ouais. Okay, J'en ai conscience. donc, on entend cette voix continuellement, où on se parle, on se dit des choses. Ça se trouve, là, vous êtes en train de vous dire, oula, qu'est-ce qu'il nous raconte le chauve, là, avec le conscient, inconscient, le machin, etc. Ouais, ouais. Donc, on se parle en permanence dans notre C'est ce tête. que Donc, je me dis, hein, donc bon, vas-y. Et donc, cette voix que tu entends dans ta tête, rassure-toi, c'est tout à fait normal, à une Ouais. condition, c'est que ça soit ta voix. Hmm. Si tu entends d'autres voix que ta voix, c'est un autre problème, on va le laisser de côté, mais tant que c'est Ouais. ta voix, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Est-ce qu'on en est si sûr? Pourquoi on se parle? Si on se parle, c'est bien qu'on a construit la phrase. Sinon, on ne pourrait pas se parler. Donc, si j'ai construit la phrase, c'est bien que je savais ce que je voulais me dire. Hmm. Alors, si je sais ce que je veux me dire, pourquoi je me le dis? Ah, en effet. C'est bizarre comme principe. Ouais, ouais, donc on n'a pas conscience en fait d'un certain nombre de choses et tu le conscientises que t'as pas forcément conscience. Et pourtant, Et tu as du bien coup- créé la phrase. et Il pourtant tu fallait l'as bien que créé. tu saches ce que tu voulais te dire. Et Là, ouais. j'invite tous les auditeurs à mon go, vous dites la phrase que vous voulez dans la tête. Par contre, quand je vous dis stop, vous arrêtez net. Ok? Hmm. Attention. Ok. 3, 2, 1, go. Stop. Qu'est-ce que tu voulais te dire? Ok. Eh bien, tu peux répéter la phrase que tu t'es déjà prononcée, Ouais. mais si tu veux connaître la suite, tu es obligé de continuer la phrase dans ta tête. Et pourtant, Hmm. tu l'as construite, cette phrase-là. Ouais. Et donc, on voit bien que si on ne se le prononce pas, Ouais. on ne peut pas connaître la suite, et pourtant, on en est à l'origine. Hmm. Moi, j'aime à dire que Ouais. c'est aussi tordu que de prendre son téléphone portable, s'écrire un texto, Ouais. se l'auto-envoyer, ton téléphone, zzz, zzz, oh, je me suis écrit. Mais tant que tu le lis pas, tu ne sais pas ce que tu t'es écrit. Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. Bizarre comme truc. Oh. Eh bien, Ouais, ouais. là, on touche la frontière du conscient à l'inconscient. L'intention de la phrase, la construction de la phrase est construite par des voies corticales, par une partie de notre cerveau Hmm. qui ne fait pas partie des zones de la conscience. Ouais. Et donc, la construction de la phrase se fait dans ces zones inconscientes. Hmm. Mais il va nous falloir une modalité particulière pour que ça vienne impliquer les zones conscientes Yes. et donc en créer l'existence. Ouais. Eh bien, le langage est une modalité
d'interprétation de l'intention et qui va nous faire passer cette intention dans les zones corticales qui permettent d'émerger à la conscience. Et c'est pour ça que ça nous révèle la phrase qu'on en a construite par ailleurs. Yes. Et donc là, on touche du doigt la frontière entre le conscient et l'inconscient. Ouais, et on touche même du doigt la frontière entre les neurosciences d'un côté et les sciences cognitives de l'autre. Exactement. Si on va dans ton domaine. Ouais, excellent. C'est vrai que moi, ça me passionne. Il y a une phrase que tu as mis, ou en tout cas, tu as mis des choses en place sur ton site web. Tu dis que notre cerveau opère en moyenne 35 000 décisions par jour. On sait que les neurosciences et les sciences cognitives nous permettent aujourd'hui de comprendre et de mieux maîtriser donc les mécanismes décisionnels, tout en portant un nouveau regard sur nos interactions, tant dans notre vie professionnelle que personnelle. Dans la suite logique de ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce que tu peux nous dire davantage là-dessus? Ok, il y a 35 000 décisions, mais comment on prend vraiment cette décision? Quelle décision, en fait, quelle est la meilleure décision qu'il faut prendre? Et entre cette petite voix qui nous dit d'aller à droite et puis en fait je pars à gauche. Alors certes, il y a les biais cognitifs qui rentrent dedans, mais est-ce que tu veux bien nous éclairer un peu plus? Alors déjà, il faut... les chiffres là, effectivement, qui sont cités sont ceux de l'étude de l'High Speed Research qui ont été faits en 2017. Okay. Sincèrement, les chiffres peuvent être entre guillemets critiquables parce que c'est une question de définition. Voilà, c'était une guéguerre en permanence là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait là-dessus, surtout dans cette étude, c'est d'avoir un peu une échelle, tu vois, une échelle de proportion. Parce qu'il y a 2 chiffres clés là-dedans. Il y a 35 000 décisions en moyenne par jour. Ok. Ouais, mais on a conscience que de 0,26% d'entre elles. Et donc, si tu veux, ça te donne un peu une échelle de proportion entre les décisions prises en permanence par notre cerveau, et puis celle que moi en tant qu'individu, vais vouloir prendre volontairement. Et donc c'est cette échelle de proportion qui m'intéresse là-dedans. Après, il y a quand même un point important à souligner, c'est la définition d'une décision. Qu'est-ce que c'est qu'une décision? Qu'est-ce que c'est qu'une décision, Guillaume? Merci de poser la question, question pertinente. À travers ces 20 années, j'arrive à une définition de la décision que je vois sous l'angle de la stratégie adaptative. C'est-à-dire, il y a une phrase qu'on a fait, une phrase socle de BMO, qui dit que nous sommes des organismes vivants, doués de la faculté de mouvement, qui devons en permanence nous adapter à des environnements en perpétuel changement. Et donc, ces 35 000 décisions, eh bien, ce sont 35 000 stratégies adaptatives que l'on doit déclencher pour pouvoir s'adapter à nos environnements. Si on ne s'adapte pas à un environnement, eh ben, comme n'importe quel organisme vivant, si l'organisme vivant n'a pas de moyens d'adaptation et que l'environnement change, il va devenir inadapté à l'environnement et il va dépérir. Nous, on a une chance terrible, ou plutôt fantastique, en tant qu'organisme vivant humain, c'est qu'on a des capacités d'adaptation énormes à nos environnements. Donc 35 000 décisions, c'est finalement 35 000 situations dans lesquelles mon cerveau va déclencher une stratégie d'adaptation. Avec une nuance, pour qu'il y ait le point de décision, c'est qu'il faut que notre cerveau ait une pluralité de choix dans les stratégies d'adaptation. Si par exemple, je vais chercher le réflexe rotulien, tu sais, on s'assoit sur une bord de table avec les pieds dans le vide, et puis avec tel le médecin avec son sourire sadique, avec son sourire sadique, vient déclencher le réflexe rotulien. Là, pour le coup, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de pluralité de choix adaptatif. Bloum, la jambe va se lever hors pâteau, la jambe va se lever en acte réflexe. C'est pas une décision. Donc, il faut que le cerveau soit soumis à une pluralité de choix dans les stratégies qu'il peut adopter. Et bien ça arrive en moyenne 35 000 fois par jour. Donc 35 000 fois, notre cerveau a une pluralité de choix adaptatifs à nos environnements. Et c'est ça les décisions. Et en tout cas, la façon dont nous on les traite. Après, je t'ai donné un autre chiffre, c'est que 99,74% de nos décisions sont directement prises par notre cerveau sans qu'on en ait conscience. Et donc, ça veut dire qu'il y a 99,74% des choses que l'on fait en pur mode automatique. Et donc, comme c'est en mode automatique, je n'ai pas de moyen de maîtrise dessus. Pour que je puisse le maîtriser, il faut que ça soit porté à ma conscience. Or, notre cerveau déclenche les décisions, donc les stratégies d'adaptation, entre 40 millisecondes et 230 millisecondes. Entre le moment de perception et le moment de déclenchement adaptatif. Donc, quand bien même je pourrais avoir un pouvoir de maîtrise dessus,
ça sera toujours déclenché avant que j'en ai conscience. Donc, dans 100% des cas, je vais déclencher automatiquement une réponse d'adaptation. Et dans 0,26% des cas, je vais pouvoir en avoir conscience et à ce moment-là, avoir ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, une capacité à reprendre la main sur la décision initiale de notre cerveau. D'accord, voilà. Ok. Comment on hack quelque part ces choses, c'est des prises de décision inconscientes. On sait qu'on est soumis à des biais, les biais cognitifs. Il y en a un paquet. Il y a tout un tas de choses. Il y a la physiologie aussi, mon niveau de stress. Bref, il y a tout un tas de choses. Quels sont les hacks justement pour prendre des choses, pour prendre les décisions peut-être plus en conscience et puis peut-être les plus adaptées, tant bien qu'on peut le faire. Voilà, déjà, c'est peut-être un petit point. Souvent, on me pose la question, d'accord, mais est-ce que j'ai un moyen, par exemple, de pouvoir prendre plus de décisions conscientes ? Non. Okay. On a des limites structurelles qui vont faire qu'on ne peut pas passer de 0,26% à 2%, par exemple. Et quelque part, c'est tant mieux. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est plus notre ego, c'est le moi-je qui dit « Wow, pourquoi j'ai que 0,26% du gâteau là ?» Et c'est ça qui s'exprime. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant qu'être vivant, organisme vivant, on n'est pas juste le fruit de notre naissance. On est le fruit de millions d'années d'évolution. Et si on arrive à cette répartition des choses, eh bien, c'est parce qu'à travers des millions d'années d'évolution, ça a été la meilleure stratégie adaptative. Ou c'est l'aboutissement en tout cas de la meilleure stratégie adaptative qui fait qu'on est 7 milliards aujourd'hui sur Terre. Et il y a un groupe de chercheurs, à mon grand regret, j'ai pas pensé à marquer leur nom à ce moment-là, mais je pense que c'est un groupe de bonhommes qui devait un peu s'emmerder entre deux gros sujets d'études, et ils sont amusés à estimer le volume que devrait faire le cerveau si on avait conscience de 100% de décisions. Et il se trouve que notre cerveau devrait faire 26 fois le volume actuel. Ah oui, ça serait. Imagine le truc, Mars le attaque. Melon, quoi. Voilà, c'est plus que le melon, là. Ouais, on a la pastèque, voire plus. Puis je te raconte pas les problèmes cervicaux, mais ça, c'est autre chose. Non, ce serait adapté, tu vois. Exactement, ce serait adapté. Mais là, par contre, si on n'a pas fait ça, c'est que aussi en tant qu'organisme vivant, on a un enjeu majeur, c'est l'énergie. Ouais. Or, nous, on a la chance, pour la plupart d'entre nous, de vivre dans une société où l'accès à l'énergie est relativement facilité. On peut descendre une supérette, une épicerie du coin, un supermarché, un truc, pour pouvoir acquérir l'énergie physiologique nécessaire à faire tourner la machine. Ouais, oui, mais pendant des millions d'années d'évolution, voilà, manger, boire, etc. Mais pendant des années, des millions d'années d'évolution, c'était pas le cas. Et donc, si t'avais plus d'énergie, c'était la fin. Et donc, notre cerveau consomme énormément d'énergie. Et plus on conscientise d'informations, plus ça consomme de l'énergie. Ouais. Donc, la nature est arrivée à un espèce de ratio à se dire, ok, en mode purement automatique, on consomme on économise un maximum d'énergie, mais c'est pas la meilleure stratégie. Donc, on va lâcher un petit peu des décisions, cette fois-ci dites conscientes, volontaires, qui consomment beaucoup plus d'énergie, mais qui vont nous permettre une meilleure adaptation. Yes. Et aujourd'hui, dans ce rapport, on est à peu près à 0,26%. Ok. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette mécanique de survie, de logique qui est derrière. Ça marche. Bon, c'est très clair. Donc, conscience, inconscience, 35 000 décisions, on a conscience que 0,26. Est-ce que ces 0,26, mine de rien, on est capable de les identifier, comment dire, est-ce qu'on peut dire que ça c'est qualitatif ou pas? Alors je m'explique, du moins je vais essayer de m'expliquer. Tu vois, bon, j'ai 0,26, j'ai conscience de 0,26 de mes décisions quand j'ai 20 ans. À 40 ans, j'ai plus d'expérience. Bon, c'est un niveau de qualité, on va dire. Sur l'échelle de 1 à 10, je suis à 7. Je sais que mon expérience a évolué dans le domaine d'activité et notamment sur les prises de décision quand je suis dans un mode de travail parce que je suis surentraîné. Est-ce que j'ai la capacité justement à augmenter la prise de décision, la qualité de prise de décision ou j'imagine que oui, mais c'est comment on le fait? Je sais pas, c'est peut-être pas très clair. Moi, je vais avoir besoin que tu me définisses qualité. C'est quoi la qualité d'une décision? En effet, la qualité d'une décision est subjective d'une personne à une autre, d'un état à un autre, et du moment dans lequel on se pose cette question. Comment dire, en gros, je prends une décision
post-prise de décision, je me pose la question, je me dis, en fait, j'aurais pas dû prendre cette décision. Donc là, c'est une mauvaise décision. Bon, du moins, je fais très basique, tu vois. Plus je travaille dans un domaine, est-ce que je suis en capacité justement d'enclencher ou d'avoir des hacks pour augmenter justement le fait de me dire, purée, j'ai pris des bonnes décisions. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Là, pour moi, la notion de qualité d'une décision dépend de la finalité de la stratégie d'adaptation, c'est-à-dire l'objectif. Je passe à côté de la table, il y a un carré de chocolat qui est là. En 200 millisecondes, mon cerveau a dit vas-y, bouffe-le, c'est génial. Et puis moi, j'arrive dessus. Donc mon cerveau, lui, a déjà pris la décision. Hein. Ouais. Et par contre, ça émerge à ma conscience. Et là, c'est le deuxième temps décisionnel. Et je vais me dire, je le mange ou je le mange pas. Ouais. Si je le mange, est-ce que c'est une bonne décision ? Ou si je le laisse sur la table, est-ce que c'est une bonne décision ? Ça va dépendre de la finalité. Si je prépare mon body summer ou mon summer body, vaut mieux que je le laisse sur la table. Si j'ai juste envie à un moment sur un carré de chocolat de me faire plaisir, j'ai plutôt intérêt à le prendre. Avec le temps, ce qui va se passer, c'est pas tant la quantité de décisions qu'on va prendre, c'est qu'on évalue nos environnements en fonction de nos mémoires. Et donc, c'est certain que la base de données de mes mémoires est beaucoup plus riche à 40 ans qu'à 20 ans. Et en plus, on est régi par ce qui nous met en mouvement, ce sont des états addictifs en nous. Ce sont des états d'équilibre instables, internes, qu'on essaye de maintenir entre des seuils. Mais la sensibilité addictive ou ces états de tension interne ne sont pas les mêmes à 20 ans ou à 40 ans. Et les stratégies pour y répondre ne sont pas les mêmes. Yes. Donc, tu peux détailler un peu plus ou c'est des choses peut-être plus instinctives quand on est plus jeune et puis ensuite avec la maturité. Voilà, tu pourrais nous en dire un peu plus de manière simple. Simple. Je vais te donner un exemple simple pour comprendre un peu les mécanismes qui sont derrière. De façon schématique, c'est parce qu'on a des états de tension en nous que l'on se met en mouvement. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de mouvement. Donc, généralement, quand on parle des mécanismes addictifs, les gens disent « Ouais, je suis pas drogué. » Si. Parce que le mot addiction est toujours utilisé d'un point de vue clinique dans le cas des pathologies cliniques, donc dans les cas graves. Mais pourtant, ce sont bien ces mécanismes addictifs qui créent des états de tension en nous et qui nous mettent en mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Bien donc, sûr. c'est très positif, finalement, ces états addictifs. On répond schématiquement à 3 grands états addictifs liés à la dopamine, à l'ocytocine, à la sérotonine et aux endorphines. Et donc, si j'ai pas un taux de concentration suffisant, je suis en état de manque, ce qu'on appelle le seuil basal, et donc on est en état de manque. Si j'en ai trop, il va y avoir un état euphorique. Donc là, on est plutôt content. Trop de dopamine, c'est un énorme shoot de plaisir. Il suffit de lire la nouvelle La première gorgée de bière pour voir ce que c'est que la description d'un énorme shoot de dopamine. C'est magnifiquement écrit. Donc, on va se dire, c'est cool. Non, c'est pas cool parce que l'ensemble de l'état homéostatique, c'est-à-dire que tous les seuils se rehaussent, ce qui fait que la prochaine fois, il nous en faudra plus. Ça, c'est le piège. Donc, l'idée, c'est de rester dans l'état homéostatique. De la naissance à notre mort, ce sont effectivement ces états addictifs qui vont nous mettre en mouvement. Mais ce qui va évoluer, ça va être les stratégies dans lesquelles qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir créer des situations de déclenchement et de satisfaction. Et donc, moi par exemple, quand j'étais gamin, mes parents m'amenaient dans un magasin de jouets. Et j'aurais acheté le magasin entier. Tout était dopaminergique pour moi. Donc, il y a 3-4 ans, dans ces eaux-là, je me suis dit, tiens, je vais réaliser mon rêve de gosse. J'ai la chance de pouvoir me le permettre, et donc je vais rentrer dans un magasin et je m'achète tout ce que j'ai envie. Ça, je vais réaliser ce rêve de moi de quand j'avais 8-10 ans, et me dire je suis ressorti les mains vides. Parce que c'est les mêmes tensions dopaminergiques, mais avec le temps, mes stratégies de déclenchement de dopamine ont évolué. Et donc, j'avais plus rien dans ce magasin qui aurait répondu à cette tension dopaminergique, donc à cette volonté de mise en mouvement et de déclenchement de l'action. Et donc, avec le temps, nos stratégies évoluent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre point, c'est que nos expériences, en fait, s'enregistrent dans nos mémoires. Et on va enregistrer, donc là, j'ai parlé des mécanismes
addictifs, des potentialités de satisfaction addictive, donc les états de tension qui nous mettent en mouvement pour aller chercher des équilibres internes et qui vont nous faire émerger des ressentis physiologiques dits agréables, positifs, qu'on appelle émotions positives. Ouais. Alors, je sais que les émotions, il n'y en a pas des positives ou des négatives, elles sont toutes bonnes à prendre. Quand on dit positif ou négatif, c'est que ça dépend des circuits neuronaux que ça active. Ouais. Donc là, ce sont des circuits Comme neuronaux. la joie, par exemple. Voilà. C'est La positif. joie, La ça. peur, la tristesse, la colère, c'est de l'autre côté. On est C'est ça, d'accord. c'est négatif parce que ça déclenche un autre circuit qu'on appelle le circuit de l'aversion. Et donc, ça va déclencher en nous une sensation aversive. Et Donc, ouais. je rassure tous ceux qui travaillent en intelligence émotionnelle, toutes les émotions sont dites positives, d'ailleurs bonnes à Bien sûr. prendre, mais quand nous on fait une dichotomie entre émotions positives ou aversives, c'est est-ce que ça déclenche plutôt des circuits de satisfaction addictifs, circuits de la récompense et autres, ou est-ce que ça déclenche des circuits aversifs qui sont liés à la noradrénaline, adrénaline et cortisol. Et donc, D'accord. avec le temps, notre cerveau va aussi enregistrer les expériences qui ont amené le déclenchement de noradrénaline, cortisol, qui vont produire en nous un état aversif. Et parce que ça produit un état aversif, et ben on évite qu'il se reproduise. Et ouais. Le truc, c'est que à 16 ans, quand tu es au fait de Bayonne, que tu as 2 grammes dans le sang et que tu fais le piqué sur les remparts avec 12 mètres de vide derrière, ton cerveau n'appréhende pas le danger de la même manière. C'est clair. Il est un peu inhibé. Voilà, il y a une espèce d'inhibition des fois qui fait que non, on l'appréhende pas de la même façon. Alors que tu es père et tu vois ton fils faire ça, toi, ton cerveau, lui, il l'appréhende super bien. Les petits warnings, tu les vois là. Voilà, exactement. Ce qui fait qu'on va traiter l'information liée à nos mémoires, liée à la mise en place de nos fonctions cérébrales de façon différente. Et donc, nos stratégies d'adaptation vont différer. Et il va y avoir ensuite un troisième facteur, c'est que notre cerveau se spécialise à nos environnements, parce que plus on sollicite des voies neuronales, plus elles se renforcent. Moins on sollicite des voies neuronales, plus elles s'appauvrissent. Et après, au bout d'un moment, le cerveau se dit, bah, si elles servent à rien, ça sert à rien que je gaspille de l'énergie pour ça, je les détruis. Et donc, on va avoir une adaptation très forte, une spécialisation très forte de notre cerveau à des environnements. Et ça, effectivement, avec le temps, ça, c'est la partie positive de l'adaptation, c'est qu'on s'adapte mieux, l'information circule plus vite, on a plus de données en base de mémoire, et donc on traite mieux l'information. Toujours dans le cadre des 0,26%. Yes. En D'où revanche, l'importance, je te permets de te couper, de créer des habitudes. Je pense aux sportifs de haut niveau, mais pas que. Je veux dire, dans la vie quotidienne, il y a des choses qui nous prennent pas beaucoup d'énergie parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on est là. Je prends ma bagnole, par exemple, je pars d'un point A à un point B, je me souviens plus des 5 dernières minutes, mais pourtant, je suis toujours en vie et ça tourne. On est vraiment dans ce système. Et ça c'est l'aspect très positif de la spécialisation de notre cerveau. Là, plus ça va, plus j'avance avec un peu une nouvelle façon d'appréhender cette mécanique qu'on a toujours vue comme une mécanique de spécialisation plutôt positive. Et c'est le fruit de millions d'années d'évolution. Et plus ça va, plus je commence à intervenir en conférence là-dessus sur la limite de ce système. Je m'explique. C'est-à-dire que notre cerveau commence son développement à 5 semaines de grossesse aménorrhée, donc dans le ventre matériel, et la maturité des fonctions se fait à peu près entre 23 et 25 ans. Donc, et si on a 25 ans d'évolution, c'est pour qu'effectivement le cerveau puisse déjà dans un premier socle s'adapter à l'environnement dans lequel il évolue. Et ensuite, de 25 à ad vitam aeternam, on va avoir une spécialisation progressive par rapport à cette première maturité du cerveau, avec une spécialisation du cerveau. Des voies neuronales, pardon. Ça, c'était très bien pendant des millions d'années d'évolution, dans un contexte où la société, l'environnement dans lequel on naissait et dans lequel on mourait restait quasiment inchangé. On ne pouvait pas prendre l'avion pour changer de climat, il n'y avait pas d'évolution majeure des dynamiques, il y avait pas... Et donc, c'était plutôt une bonne stratégie de survie, la spécialisation du cerveau. Oui, nous, aujourd'hui, ça marche plus pareil. On est capable de se déplacer n'importe où sur le globe en 24, 36, 48 heures. On peut être n'importe où sur le globe. Même si on reste à un point fixe, notre environnement évolue à une vitesse dingue. La société dans laquelle on est né et la société dans laquelle on va mourir n'ont rien à voir. Moi, je suis né en 83. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas Internet. On faisait des cabanes dans les arbres. C'était génial, d'ailleurs. Je comprends. Moi, je suis le 89, mais j'ai connu ça aussi. Voilà, c'est ça. T'es arrivé juste avant les bagues Internet, etc. Et la société dans laquelle... Moi, j'arrive à 40 ans bientôt. Très bientôt, d'ailleurs. Et on parle déjà de métaverse. Donc, tu vois, l'évolution, elle est dingue. Et j'espère avoir
est arrivé masso menos vers le milieu, si tu veux. Donc il y a encore 40 ans d'évolution derrière, j'espère. Au moins. Ouais, je me le souhaite. Bien sûr. Moi aussi, je te le souhaite. T'inquiète. Voilà, l'environnement change énormément. Ouais. Et là, pour le coup, la spécialisation du cerveau a plutôt tendance à jouer contre nous. Ouais. Et donc, alors il y a une bonne nouvelle dans tout ça, hein, c'est que dans les années 90, tu parlais de plasticité neuronale, tu pouvais te faire sniper par l'ordre. Aujourd'hui, c'est avéré, c'est reconnu et tout va bien. Donc, on a cette plasticité neuronale, c'est la capacité que peut avoir notre cerveau à se réadapter en permanence à l'environnement. Et voire même aller plus loin, c'est la neurogénèse, c'est-à-dire la capacité à créer des nouveaux neurones. On dit qu'on perd des neurones tous les jours, passé 25 ans, c'est vrai. Mais le fait de devenir vieux, sénile et baveux n'est pas une fatalité. Si on reste des curieux, qu'on démultiplie nos environnements, qu'on fait du sport, de l'activité physique, la nutrition, relaxation aussi, aussi, se confronter à l'art, au cinéma, au théâtre, au chant, à la musique, à jouer d'un instrument, à parler d'autres langues, la créativité, la sculpture, etc., la danse, et j'en passe. Enfin, garder une pluralité des environnements, eh bien, le cerveau réduit la spécialisation, garde une grande plasticité neuronale et donc nous permet de mieux nous adapter aux environnements. Et pour moi, aujourd'hui, on a un enjeu majeur là-dessus, de cette prise de conscience, de la nécessité, on le dit déjà depuis des décennies, hein, que c'est important d'être curieux et de démultiplier, mais là, aujourd'hui, on a une analyse très structurelle, très scientifique, en fait, de ce qui se passe, et ça devient, pour moi, un enjeu de santé et aussi un enjeu social très très fort. Je suis complètement en phase avec toi. Il y a deux choses. Il y a donc la partie stress que j'aimerais évoquer avec toi. Et puis avant ça, alors je me suis beaucoup renseigné sur le neurofeedback, donc voilà, qui permet justement d'augmenter la plasticité neuronale. Qu'est-ce que tu penses du neurofeedback? C'est un peu, voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Bon, qu'est-ce que t'en penses? C'est une étiquette, neurofeedback, en fait. Si on prend la définition d'un neurofeedback pur et dur, c'est que on envoie un stimuli à une personne et on a un retour direct par rapport à des capteurs de l'activité qui s'est produite. Exactement, ouais. Top. Et donc, difficile d'être pour ou contre la mécanique même du neurofeedback. C'est-à-dire que... C'est qu'est-ce qu'on en fait, ouais. Bah voilà, par contre, qu'est-ce qu'on en fait derrière, voilà, qu'est-ce qu'on en fait derrière. Pour moi, il y a une mécanique qui est très intéressante dans le neurofeedback, c'est qu'on peut se mettre à conscientiser la réaction du cerveau. Et donc, à partir de cette prise de conscience-là, eh bien, on peut du coup s'entraîner à déclencher certains types de réactions du cerveau. Ouais. Alors que si on n'a pas le feedback, je t'envoie un flash rouge, ouais, merci. Changer la couleur, ça devient chiant au bout de ma foi. Non, bon, tu vois, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Donc, j'ai besoin d'avoir. C'est une accélération en fait, une accélération de comprendre comment on fonctionne. Exactement. Après, les protocoles, alors thérapeutiques ou de développement personnel ou d'optimisation de soi, c'est plus les protocoles qui sont à regarder un par un pour voir leur véritable efficacité ou pas. Donc, plutôt que la techno, c'est l'usage. Internet, c'est une techno fantastique. Et on trouve de tout. Qu'est-ce qu'on en fait? Exactement. Non, mais on est d'accord. Il y a ChatGPT qui est en place, qui est une révolution aujourd'hui. Mais voilà, si tu lui poses pas les bonnes questions, il va pas te donner des réponses cordiales ou sympathiques. Oui, c'est ça. C'est vraiment la notion même d'usage. En informatique, les développeurs ont une phrase que j'aime beaucoup, qui est que 90% des bugs se situent entre la chaise et le clavier, si tu veux. Non, mais c'est clair. On fait tous des erreurs chaque jour, et l'erreur est humaine, hein, ça sort pas de nulle part. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait avec, comment on peut limiter tout ça. Donc, tu m'as dit qu'en effet, aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 20 ans, et encore moins d'il y a 100, 200 et voire même milliers d'années.
Donc on a, mine de rien, on a un niveau de stress qui a dû augmenter, mine de rien, parce qu'on est en perpétuel changement, même si l'homme s'adapte facilement, j'ai envie de dire. N'empêche, c'est comment on gère tout ça, parce que on parle de métaverse, mais en fait on se rend compte que les crises, c'est plus tous les 20 ans, c'est tous les 10 ans, voire même tous les 5 ans, et puis potentiellement c'est avec la partie climatique, financière, sociétale, ça risque d'être peut-être plus tous les 2-3 ans dans les années à venir. Comment, en tant qu'être humain, justement, on peut gérer ça? Déjà, il faut définir le mot stress. Ouais. Parce que quand on parle de stress en mode grand public, on y voit des états aversifs. Ouais. C'est-à-dire de l'anxiété, de la frayeur, de la peur. Je veux bien que tu rapproches un tout petit peu plus ton micro par rapport à tout à l'heure. Là, c'est bon? Super. Là, ouais, légèrement un peu moins. Ça te va, Super, là nickel, top. Génial. C'est de définir le stress, en fait. Qu'est-ce que c'est que le stress? Quand on parle de stress en mode grand public, on y voit les états aversifs. Donc la frayeur, la peur, l'angoisse, l'anxiété, etc. Mais pourtant, quelqu'un qui gagne au loto, je peux te garantir qu'il est stressé. Ouais. En fait, un stress, c'est quelque chose qui va stimuler un organisme vivant. Et c'est marrant que tu me parles de stress parce que en ce moment je suis en train de rédiger une masterclass sur le stress. Top. C'est le moment d'en parler. Hein. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, mais c'est en cours d'élaboration. On a besoin d'un stress. C'est-à-dire qu'un stress, c'est quelque chose qui va mettre en mouvement. Donc, c'est comme si, par exemple, quand tu es en voiture, tu as démarré ton moteur, eh bien, le démarreur va mettre en mouvement le moteur. Et donc, le démarreur, voilà, c'est ça, c'est un coup de stress, en fait. C'est un stimulateur d'un système. Et donc, on voit bien que si tu mets pas un coup de démarreur, donc si tu mets pas un coup de stress, quelque chose qui va dynamiser le moteur, tu pourras te mettre à ton volant, tu n'iras pas bien loin. Ouais. Donc, on a besoin d'un certain niveau de stress qu'on aurait plutôt tendance, vu sous cet angle-là, en langage grand public, plutôt appeler ça une stimulation. Donc, on a besoin d'un certain niveau de stimulation, mais lorsqu'on l'étudie en bio, ça s'appelle également un stresseur. Ouais. Sauf que trop de stress, si par exemple j'ai mis mon coup de démarreur et qu'en plus je viens écraser au point mort, je viens écraser la pédale d'accélération, le moteur va se mettre à partir au contour dans le rouge, ce qui n'est pas très bon pour lui à court terme, mais si en plus j'y reste, le moteur va finir par péter. Il y a eu trop de stress. Donc, c'est de trouver un juste milieu dans les stresseurs, dans ce qui va stimuler notre organisme pour se mettre en mouvement. Et un stresseur n'est pas forcément que quelque chose d'anxiogène. En fait, notre organisme se prépare à faire face à l'imminence d'un événement, positif ou négatif, mais il va se préparer à ça. Donc, il va venir se stresser, il va venir se surstimuler pour faire face à un événement donné. Comme on a une accélération de la société, on a de plus en plus de moments imminents, donc de plus en plus de stress, qu'il soit positif ou négatif. Et quand je te disais que mon gagnant du loto, il est en plein stress, c'est que quand il est en train de regarder sur son canapé le tirage de l'euro-million, par exemple, il dit « Ah, cool, j'en ai eu un !» Déjà, il y a une petite stimulation. Donc là, on est sur un niveau de stress, cool. Et puis, 2, oh, et puis là, ça monte encore. Et t'as le cœur qui commence à battre de plus en plus fort. C'est ça. Pour les puristes, c'est tout le système nerveux autonome sympathique qui se met en marche. Dilatation des pupilles, le souffle plus court, le cœur qui commence à accélérer, mais augmentation de la respiration plus limitée. Voilà, plus court mais plus intense. Contraction des vaisseaux sanguins périphériques, la fonction digestive. Enfin, on a toute la cascade qui est derrière. Punaise, 4, oh chérie, je sens que ce week-end, on va faire un petit week-end. 5, oh punaise chérie, on va pas faire un week-end, on va faire une semaine. 6, ouais, et là il fait l'avion. Il est dans un état de stress maximum. Et c'est aussi du stress. Bien sûr, Et on parle souvent du burn-out en ce moment. C'est vraiment un sujet, donc burn-out, bar-out. En ce moment, ils sont en train d'être déclinés. Burn-out, tu parlais justement de si t'appuies trop fort et trop longtemps, et en fait, t'es cramé. Et cramé, t'es cramé de l'intérieur. Burn-out. Et puis après, t'as le bore-out, c'est là où tu te fais chier. C'est ça, parce que là, t'as pas mis le démarreur. En fait, t'étais à ton volant et il n'y a pas de coup de démarrage. Mais du coup, le stress, ça peut venir de choses aussi très positives. Et c'est le danger. Parce que comme c'est très positif, tu es dans des états de satisfaction addictive très forts, et donc tu en veux plus.
et toujours Et ouais. plus, et toujours plus. Oui, mais c'est autant d'éléments de stress qui viennent épuiser l'organisme. Hmm. C'est parce que, c'est rien moi, bah tiens, t'aimes la mer, t'aimes la plongée, c'est parce que tu sais que t'es à 1 heure de la côte, que t'as que 2 heures pour aller faire du kite, et que tu te dis, ouah, c'est génial, et là, sur la route, t'écrases l'accélérateur plein gaz pour pouvoir Ouais. économiser du temps de trajet pour pouvoir faire plus de kite. Ouais. Ouais. Mais le moteur, il chauffe. Il chauffe plein gaz. Et ouais, Tu bien sûr. consommes à bloc. À la fois, la consommation d'énergie est dingue. Le moteur, la mécanique, etc. chauffe à bloc. Hmm. En plus, tu as moins le temps d'appréhender ton environnement, donc plus de danger, etc., etc., etc. Et Et puis, ça du marche coup, de le la bonne niveau manière. de stress, toi, personnellement, en tant qu'humain, qui s'élève. C'est ça. Et c'est la même logique, c'est ça pour nous en tant qu'humains. C'est-à-dire que Ouais. oui, on peut avoir des états de stress sur des mécanismes aversifs, des mises en danger, risque d'intégrité physique, psychologique, incertitude, imprévisibilité, aversivité à la perte, l'effort, etc. Mais ça, c'est des états aversifs. Et comme ils sont Ouais. aversifs, eh ben, déjà de base, on cherche à les éviter. Hmm. Mais Ouais. quand c'est des états de stress positifs, au contraire, on les recherche. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ça Je, reste des états de stress. Et exactement, j'avais lu la biographie de Usain Bolt, je sais pas, il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et justement, il parlait de ce niveau de stress qui était essentiel avant une course, parce que, comme il disait, j'ai besoin du public qui m'encourage, donc qui me stresse. J'ai besoin de la pression d'être en finale je sais pas, si c'était du 100 mètres au niveau des Jeux Olympiques. Donc, il a quand même gagné un certain nombre de fois. Et il a besoin de cette jauge, mais en fait, il est au sommet de son art, il est au sommet de cette courbe de stress. Mais il est à 2 doigts de soit il bascule et là il est dans le burn-out, soit il est dans l'autre, mais il lui manque l'énergie nécessaire pour pouvoir être au top. C'est ça. Et donc ça, C'est c'est ça. important d'avoir, ou de se jauger, quoi. Sans faire de jeu de mots. C'est le point S de stress. C'est le stress Ouais. optimal. C'est le Et niveau de ouais. stress optimal. Et en fonction des finalités, il diffère. Hmm. Et ouais. Mais c'est fondamental le stress. C'est l'origine même de la vie. C'est l'origine du mouvement. C'est, Exactement. euh, Et quand on est en surcharge, toi, avec ton œil d'expert neuroscientifique et des sciences cognitives, qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour redescendre? Bah, il faut déjà voir quel est. Alors, il y a un double piège là-dessus. La notion de surcharge, c'est par définition surexploiter des ressources par rapport aux Hmm. ressources disponibles. Ouais. Donc, quand tu vas surexploiter tes ressources disponibles, on va prendre un ratio tout bête, hein, Mhm. on va dire que en charge cognitive, mentale, physio, normale, tu es à 3 ressources à fournir sur 5 disponibles. Hmm. Là, le ratio, il est bon. Ouais. Quand tu es en surcharge, tu es à 6 ressources à fournir sur 5 disponibles. Hmm. La logique, c'est de se dire, bah, dans ce cas-là, je descends à 5 Ouais. ou je descends à 4. Oui, mais comme tu as surexploité les ressources disponibles ne sont plus à 5. Elles Et sont à ouais. 3. Et le Hmm. réflexe des gens, c'est de se dire, bah non, mais ce que je vais faire dans ce cas, c'est que je vais descendre à 5. Comme ça, 5 sur 5, je suis bien. Hmm. Et non, Ouais, je parce que du comprends. coup, tu vas te retrouver à 5 sur 3 Hmm. et tu es encore en surcharge. Tu vas dire, ah bah non, mais je descends à 3. Oui, mais là, tu n'es plus à 3. Tu es à 2 en ressources Hmm. disponibles. Et en fait, tu as beau diminuer ta charge pour Ouais. essayer de passer en dessous de la barre des surcharges, mais sans tenir compte que la ressource disponible est plus basse, par Yes. définition. Et Hmm. donc, le conseil que je donne, c'est vraiment de faire une grosse cassure. Ok. C'est-à-dire que tu es à 6 sur 5, du coup, tu te retrouves à être sur 3, fais un 2 sur 3, Hmm. direct. Donc là, tu Voilà, fais un c'est très bien. break, tu pars, tu prends ta journée ou ta demi-journée et tu vas faire de la méditation, du kite, de la course ou juste passer du bon temps avec des amis, quoi. Ça dépend qu'est-ce qui était en Qui... surcharge. Ouais. C'est-à-dire que si tu as fait 30 pompes, que en temps normal, tu peux en faire que 20, Hmm. arrête de faire des pompes, va lire un bouquin. C'est, euh, donc, On est c'est d'accord. préserver la ressource sollicitée. Hmm. Donc, il y a la ressource physio, j'entends par là structurelle, Ouais, les musculaire, muscles. etc. Hmm. Mais il ne faut pas oublier que en tant qu'être vivant, on consomme de l'énergie. Et cette énergie nous est fournie justement par notre corps. Hmm. Donc, de faire très attention à ce qui nous fournit de l'énergie. Plus on va vouloir aller vite, plus on va vouloir aller loin, plus il va falloir qu'on fasse attention à ce que notre ressource physiologique ou que la machine qui nous produit cette énergie soit bien nourrie. Et Ouais. là-dedans, on va retrouver bien évidemment le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, le sport.
Et bien sûr. un qu'on oublie très souvent, la respiration. Ouais, bah ouais, C'est ouais. quand même l'énergie dont on a le plus besoin en permanence. Ah bah, t'as plus d'air. C'est ça. Bon. Short ta nuit, empêche-toi de dormir 5 minutes, on verra ce que ça Ouais, donne. Pas très grave. ouais, Arrête de ouais. respirer 5 minutes. Hmm. Tu vas C'est voir. c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. Non, mais Donc c'est clair. voilà, c'est ces ressources-là. Mais après, dans la notion même de surcharge, euh, c'est quelles sont les ressources qu'on exploite ou Ouais, surexploite. Et donc, d'accord. en prendre soin. On est Hmm. des organismes vivants, hein, donc on répond à une synergie de ces ressources. Si tu Ouais. fais attention qu'à ta respiration, mais que tu bois pas et que tu manges pas, tu vas Hmm. mourir. Si tu fais attention que à ce que tu manges, mais tu bois pas et tu dors pas, tu vas mourir. Hmm. Si tu fais que dormir, bah, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment Bien sûr, ouais, ouais, ouais. un Il y a ensemble l'aspect social harmonisé. aussi qui est hyper important, je pense, à ne pas oublier. C'est vrai que bah, il y a des personnes bon, qui sont tout le temps avec du monde. Des fois, ils sont avec trop de monde en permanence, donc du coup, ils ont besoin d'être seuls. C'est Et ça. inversement, il y en a on est aussi des êtres qui ont besoin d'être connectés avec d'autres personnes. Donc du coup, d'un côté, toi, t'es là. T'es tout le temps tout seul, ben en fait, il y a eu pas mal d'études qui ont montré que ben en fait, c'était pas forcément bénéfique sur le long terme d'être tout le temps tout seul, et qu'au contraire, le fait d'être connecté avec un conjoint, une conjointe, des amis, peu importe qui on a, mais être connecté avec les autres, ben ça nous permet aussi d'être actif, alerte, d'apprendre d'autres choses, de développer son empathie, bref, tout un tas de choses qui permet aussi de réguler le cortisol Complètement. derrière. À la fois dans la Donc, régulation, alors dans la régulation du cortisol, c'est que quand on est en présence de d'autres personnes, on va produire ce qu'on appelle de l'ocytocine. hmm, Et l'ocytocine est un régulateur du ouais, cortisol et de la noradrénaline. Et c'est important qu'il soit là. D'ailleurs, tu remarqueras que quelqu'un qui est en frayeur, qui a peur ou qui est en forte tristesse, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de venir au contact physique. Si hmm, le contexte social nous l'autorise, on va ouais, enlacer la personne. Et le ouais, contact physique est un déclenchement automatique de l'ocytocine. hmm, Et ça ouais, apaise. Ça fait pas tout, hein, mais bien ça sûr. apaise. Et Hmm. donc, effectivement, on est des êtres sociaux. Eh oui. Et c'est parce qu'on est en tension oxytocinergique en permanence. Et c'est dans le lien social que je vais réussir à en produire. Hmm. Et c'est un état d'équilibre interne qu'on doit réussir à créer. D'ailleurs, si on lit, c'était quoi déjà Robinson, Vendredi ou La vie sauvage, pardon. Ouais, Euh, Vendredi finit par se créer un personnage fictif sur son île bien déserte. sûr. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'il a besoin d'interagir avec quelqu'un. Hmm. Alors certains vont se parler avec soi, d'autres vont parler avec des défunts familiaux, d'autres vont personnaliser des objets, Ouais. enfin personnaliser, personnifier plutôt des objets. Ouais, ça Euh, me fait penser avec comment il s'appelle ce film où t'es avec un ballon de volley sur une île déserte avec Tom Hanks. Bon, bref, ouais, mais je le c'est connais même pas histoire que celui-là, mais c'est Robinson, cette si idée. tu veux, Ouais, bah, avec c'est son ça. ballon. Mais c'est son Ouais. ballon, quoi. Il parle à C'est son ça. ballon. Et il y a besoin d'avoir cet autre avec qui je vais pouvoir Ouais. interagir. Certains, du coup, Je crois que c'est communiquent. Wilson. C'est Bref. ça, l'ermite dans les montagnes Hmm. va communier et dialoguer avec la nature. Et ouais. Mais il en a besoin de cette entité autre. Hmm. Et pour s'en convaincre, il suffit juste de regarder le cerveau, le développement de cerveau d'un nourrisson Et ouais. privé de toute interaction sociale. Il y a une atrophie cérébrale dingue. C'est C'est-à-dire clair. que en gros, c'est un raisin de Corinthe dans la boîte crânienne, quoi. Le Hmm. cerveau ne s'est pas développé. Et Euh, ouais. et malheureusement, ça fait des espérances de vie très très courtes. Euh, Exactement, ouais. Ça, c'est juste dingue, ouais, ouais. Je suis mille fois d'accord avec toi. Je vois que le temps passe. J'aimerais échanger aussi avec toi sur BMO. BMO, qu'est-ce que vous faites alors, tu as plusieurs programmes de formation. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour des experts? Comment tout ça fonctionne chez toi? on est très élitiste. Non, Ça je m'étonne pas de plaisante. toi. Non, je On plaisante. l'a tous compris. Non, c'est ça. Un mot est un mot. Non, je plaisante. Alors, la mission de BMO, c'est de pouvoir transmettre et de Ouais. transmettre au grand public. Hmm. Euh, le prérequis, généralement, c'est la majorité, d'être majeur. Ouais. Parce que ce qu'on transmet, ça chahute quand même. Hmm. Il y a énormément de prises de conscience qui sont faites. Et donc, je me dit déjà, voilà, foutons la paix aux ados. Ils ont déjà 1000 questions à se poser, 1000 expériences à faire. Ouais. Donc,
Le prérequis, voilà, c'est d'être majeur. Et puis ça me donne une liberté de langage aussi un peu plus libre. Je comprends. Tu me connais, je suis timide. Et exactement. Je crois voilà. que ça s'est entendu, de toute façon. Ça s'est entendu. Ensuite, on a plusieurs formats. On a des formats courts qui vont vraiment traiter d'un sujet de façon très très spécifique. Et ça, c'est BMO Masterclass. Donc, on est sur des formats de 2 heures à 4 heures à peu près. J'en ai fait un hier, par exemple, sur l'estime de soi. On en a fait un autre plus léger, mais ô combien important. Comment on fait pour mémoriser les noms, les prénoms et les visages et ne plus les oublier. C'est le nombre de fois. Comment on fait? C'est très court, donc du coup, tu as 30 secondes. Qui porte une attention forte. Une intention et une attention forte. Ça serait le format 30 secondes. Ça. Ok. Donc, tu vois, on peut avoir des sujets comme ça plus légers. On est en train d'en préparer. Donc, moi, je suis en train d'en préparer un sur le stress. On en a un autre sur la neurostory. Quand on raconte une histoire, qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes et comment on vient travailler ça. Donc, tu vois, on est vraiment sur des formats courts, très, très spécifiques, mais par contre, toujours fondés sur les neurosciences et les sciences cognitives. Donc, on va transmettre tout ce qui est essentiel dans ce domaine-là. Donc, vraiment des formats très courts. Et puis ensuite, on a un format plus long qui est composé du praticien niveau 1, praticien niveau 2, voire praticien niveau 3, mais ça c'est une spécialisation, ensuite un mentorat, etc. Donc là, à travers donc un praticien, c'est 20 heures de formation. Donc on travaille en visio, c'est 10 sessions de 2 heures. Et donc, quand on fait Prat 1, Prat 2, on est déjà sur 40 heures. Et là, on vient vraiment étudier toutes les étapes, toute la mécanique de façon globale, entre le moment de perception et le moment de réponse adaptative. Et ça donne un regard totalement différent aux praticiens sur qui ils sont, qu'est-ce que c'est que nos environnements, comment fonctionnent les autres, pourquoi ils fonctionnent différemment de moi, et surtout d'avoir toutes nos clés d'entrée pour savoir si, avec beaucoup d'éthique, parce que ça c'est fondamental, c'est un outil extrêmement puissant, donc la notion éthique est fondamentale, sur comment agir sur l'environnement, l'autre ou moi, pour pouvoir essayer de contribuer à un monde meilleur. C'est un peu la finalité. Mais donc là, si tu veux, le parcours de formation, c'est vraiment une vision globale, large. Alors, global, j'entends, c'est que c'est tout le process, adapté à tous les environnements. Et donc, c'est un spectre très large. Par contre, on vient détailler chaque étape. Il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine avant ou d'avoir fait... on a rendu ça accessible à tout type de public. Donc, on parlait tout à l'heure là, de sportifs de très haut niveau. On a effectivement des sportifs qui sont au JO, au championnat du monde. On a des préparateurs physiques, mentaux. On a des forces commerciales, RH, des managers, des présidents de grands groupes, des personnes qui veulent monter leur boîte, des accompagnants, des toubibs. J'ai pas mal de toubibs sur la relation patient-soignant. Donc, voilà, on touche là un public extrêmement large, mais il n'y a pas besoin de prérequis de connaissances. D'accord. Et donc l'idée, c'est des formations et des programmes d'accompagnement qui permettent de travailler sur soi et puis développer ses compétences, ses connaissances pour interagir pour un monde meilleur. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien cette philosophie qui fait sens avec ce qu'on fait avec Canopy. Alors, dans d'autres types de programmes, bien évidemment, et pas forcément sur les... Voilà, je veux dire qu'on est complémentaires là-dessus, mais c'est top. C'est top là-dessus. Alors du coup, ça se passe en ligne, c'est ça? Ok, donc peu importe où on est dans le monde. C'est ça, on forme des gens un peu partout, il faut juste faire gaffe au décalage horaire. Donc c'est du synchrone, donc dans ces cas-là, donc c'est ok. Donc, on fait tout en synchrone et donc tout en visioconf, et si jamais une personne ne peut pas, on enregistre toutes les visios pour que la personne puisse y avoir accès en replay. Donc en asynchrone, quand elle a une disponibilité, ça permet aussi de s'adapter un peu au planning de chacun. Yes. Et puis de faire des révisions. Des fois, ça fait pas de mal de revenir sur certains thèmes. Tu parles de 20 heures. 20 heures, c'est sur combien de temps? C'est sur un mois? C'est sur 3 mois? Entre les deux. Ok. À peu près 2 mois. On est à peu près à une session par semaine, à peu près. 1 à 2 sessions par semaine, ce qui fait que ça fait du 1 mois et demi, 2 mois. D'accord, ok. C'est avec toi, c'est avec des personnes que tu as formées, c'est des anciens stagiaires qui sont devenus... c'est des gens que j'ai torturés. Ça m'étonne pas. C'est mon plaisir coupable, ça. Là, alors, pour le coup, je continue, moi, à former, mais j'ai aujourd'hui plus que 2 groupes dans l'année. Et puis, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe fantastique qui ont commencé
comme chacun des auditeurs qui potentiellement nous rejoindront. Ils ont suivi une initiation, ils ont fait un Prat 1, ils ont fait un Prat 2, ensuite ils ont fait un an de mentorat, là c'est en individuel, il y a un énorme travail en mentorat, et ensuite ils ont suivi une formation pour devenir maître praticien formateur. Voilà. Et même en tant que maître praticien formateur, on a nous une visio toutes les semaines où on continue à travailler, à approfondir. Donc, ils ont tous au minimum 2 ans, 2 ans et demi minimum de parcours pour pouvoir ensuite se mettre à transmettre. Et on y va. Notre groupe de discussion s'appelle Ensemble. Donc, c'est pas juste un formateur qu'on a, c'est une équipe. Alors, c'est vrai que c'est le formateur qui va délivrer le message, mais c'est toute une équipe qui est derrière, qui encadre et qui accompagne chaque personne qui rentre en formation. Donc, c'est notre philosophie de travail. Ok, non mais c'est très clair, ça donne envie et tu devrais me voir arriver prochainement dans tes stagiaires parce que bon j'ai suivi pas mal de choses de ce que tu faisais, que ça soit sur les réseaux etc. Moi j'aime bien ton mood et puis bah, là en plus bon ça confirme un certain nombre de choses que j'avais envie vraiment d'aller plus loin et puis surtout que bah, j'aime bien confronter aussi les avis et les experts tu vois dans le sens où voilà comme je disais je suis un généraliste qui aime bien aller piocher un peu partout et du coup tu confrontes un peu les différentes idées et les différents mouvements et après pour faire ton melting pot à toi et ça c'est top. Eh ben, ça sera avec un immense plaisir que je t'accueillerai en formation et puis oui c'est exactement ça, la confrontation crée le mouvement, crée des choses nouvelles et l'appropriation, on combine des choses existantes pour essayer de leur donner encore une autre dimension et c'est une dynamique fantastique que tu portes. Ce sera avec grand plaisir de t'accueillir. Bah, merci. Tu te vois où, toi, dans 10 ans c'est quoi ton... Où est-ce que je me vois dans 10 ans C'est une bonne question. Exactement dans la continuité de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, il y a une dynamique incroyable, on a un retour des participants qui est juste magique, et je le vois exactement dans la même direction, mais à une échelle plus grande. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir transmettre bah voilà, toutes ces réflexions, tous ces éléments de connaissance, de compréhension de chacun à une échelle plus importante, mais vraiment et je verrai jusqu'au dernier souffle, à ce que l'état d'esprit dans lequel aujourd'hui c'est créé et développé reste le même. Parce que on voit ce que nous renvoient les personnes et c'est chouette et ça faut pas que ça change. Donc, ouais, non mais avec le message que tu m'as cité, que tu m'as lu là tout à l'heure, c'est clair que ça donne envie. Spiritualité, ça t'évoque quoi? Spiritualité, le monde, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est impossible de définir ce qui est autour de nous. Et ce qui est autour de nous, d'un point de vue scientifique, on n'y arrive pas. Et pourtant, il faut bien réussir à créer une représentation de cette complexité. Et les sciences, c'est pas absolu. On essaye d'expliquer ce qu'on peut réussir à expliquer, et c'est pas parce que ça sort du domaine scientifique que ça n'est plus. Et pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui essaye d'embrasser quelque chose de plus large et de le mettre dans un tout cohérent qui fait du sens pour nous. Et c'est pour ça qu'il y a dans le mot de spiritualité, j'ai envie de dire presque chacun peut avoir sa spiritualité. Il va s'approprier une compréhension d'un tout qui va faire sens pour lui. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je vois la spiritualité. D'accord. Et donc toi, alors tu me dis hein, si t'as pas envie de répondre, c'est complètement ok. Mais d'un point de vue spiritualité, toi, t'es comment est-ce que tu crois en un dieu? Tu crois en quelque chose de plus grand? Comment tu le matérialises ou comment tu conscientises tout ça? Mais quelle intrusion! Je ne répondrai pas à cette question, monsieur. Non, je déconne. Non, bah tu vois, un peu comme j'ai appréhendé les sciences cognitives ou les neurosciences, etc. Je me régale dans les spiritualités. Je m'amuse enfin, je prends un vrai plaisir à aller découvrir et approfondir, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'orthodoxie, mais aussi partir sur des spiritualités plus lointaines comme le druidisme, l'alchimisme, l'hermétisme, les rituels égyptiens, ou alors on continue encore à partir et on part sur bouddhisme, hindouisme.
Et je trouve ça fascinant, en fait, de voir comment chaque culture, en fonction des périodes, des temps, des constructions de société, comment chacun a essayé de comprendre et de matérialiser ou de se créer une représentation de ce tout qui nous dépasse et qu'on n'arrive pas, qui est trop complexe à appréhender finalement. Et pourtant, à travers tous ces courants spirituels, on retrouve des trames de fond. Et on peut être sur des spiritualités ou des religions monothéistes ou purithéistes. Au final, il y a toujours un espèce de processus agissant. Et si on part dans le bouddhisme, par exemple, c'est au plus profond de soi. Dans l'hindouisme, c'est incarné par des tonnes de divinités. Dans la mythologie aussi. Les mythologies sont fantastiques à étudier. Donc, j'appartiens à aucune et à toutes. Tu vois, j'adore aller chercher l'essence qui est derrière. Et donc, de toute façon, sans rien exclure et en rassemblant tout. Ok, ça marche. C'est très clair en tout cas. Et donc, on voit le curieux dont tu disais tout à l'heure en introduction que tu es. Et je pense que c'est indispensable justement à notre survie. Je suis un curieux pathologique. Mais ça c'est bon, j'en connais un autre. C'est quoi le rythme d'une journée chez toi? Est-ce que tu as déjà des journées types ou est-ce que tu mets des rituels dans ta journée pour pouvoir te canaliser, pour pouvoir avoir des moments de paix, de relaxation, des moments de stress? Comment tu gères? Mes journées sont hyper timées en fait. C'est des choses qu'on étudie en mentorat. C'est-à-dire que on a plein de postures dans la vie. J'ai une posture en tant que conjoint, j'ai une posture en tant que père, j'ai une posture en tant que chef d'entreprise, j'ai une posture en tant que formateur, j'ai une posture dans des vies associatives. Donc on a plein de postures et si on n'y prend pas garde, il y en a toujours une qui vient par des mécanismes addictifs ou aversifs, donc des émotions, des états de tension, en cannibaliser une autre à un instant et donc on est un peu ballotté par rapport à ça. Et donc pour le coup, on a un travail qui consiste à positionner toutes nos postures, à lister toutes nos postures. Quelles sont toutes les postures que je dois adopter dans ma vie? Et une fois que j'ai listé toutes mes postures, j'ai un vrai travail de réflexion. Par exemple, on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Ça dépend d'un objectif. Et donc, chacune des postures, je lui donne un sens, une direction. Ce qui me permet ensuite que lorsque je vais porter un regard sur mon action, à me dire, est-ce que ça m'amène dans le sens de la posture ou est-ce que ça a plutôt tendance à m'en éloigner? Donc ça me permet de porter un regard. Ensuite, je vais me questionner sur la façon de se mettre en mouvement. Donc c'est pas le tout que ce soit le bon ou le mauvais mouvement. Est-ce que ça me rapproche ou pas du sens? C'est de la façon dont on va se mettre en mouvement. Et enfin, il y a les ressources. Les ressources que je suis prêt à mettre, à investir dans chacune des postures. Et s'il y a bien une ressource finie par excellence, le temps. On n'a que à peu près 1440 minutes par jour. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Si je chope celui qui a mis que 24 heures dans une journée, il va passer un mauvais moment. C'est clair. Et tu fais comme Mike Horn. Mike Horn, je crois qu'il a 32 heures dans sa journée. Il a complètement bloqué le temps. Il a câblé sur autre chose. Et donc, si tu veux, moi, mes journées, elles sont découpées. Donc, mon planning, je définis des plages horaires propres à chacune des postures pour être sûr que dans une semaine, je réponde à toutes les postures sans qu'une cannibalise une autre. D'accord, ok. Et donc, j'ai vraiment cette trame. Et après, à partir de cette trame-là, j'insère des tâches, des choses à faire propres à chaque posture. Et quand j'ai plus de ressources de temps, j'ai plus de ressources de temps. Comme une ressource financière, quand tu n'as plus d'argent dans ton portefeuille, eh bien, il n'y a plus, tu peux plus faire un acte d'achat. Et ben là, je fais la même logique avec ça. Et je prends un temps dédié, ça c'est invariable, à mes ressources physiologiques. J'ai 1 heure par jour où je médite depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et sans cette heure-là, j'ai le cerveau qui explose. Donc, donc tu veux, j'ai ces temps-là qui sont immuables. Et puis après, donc c'est comme ça que j'organise mon temps. Yes. Bon, c'est très clair et merci pour ton partage. Quand tu as des coups de down, quand ça va moins bien, comme ouais, dis-moi. Je te demande juste une seconde. J'ai quelqu'un qui est en train de s'énerver sur ma porte d'entrée. En boucle, je suis à toi dans une seconde, je suis désolé. Vas-y, ça marche. Hop, t'es avec moi? Ouais, je suis avec toi. Un travail de montage. Ne t'inquiète pas, j'ai noté à 1h19 Corentin devrait faire. Donc Corentin, s'il te plaît, tu couperas à 1h19. Désolé. Ouais, un livreur zélé.
Mais j'ai cru qu'il allait démonter la porte. D'accord, ok. Bon, bah. Non, non, mais je t'en prie. Bah, reprenons tout ça. Guillaume, quand tu as des coups de down, quand tu as des coups de moins bien, comment tu fais? Comment tu avances, quoi qu'il arrive? Euh, je crois que enfin, il y a plusieurs process hein, qu'on peut Ouais. mettre en place, mais le plus rapide, le plus direct pour moi, c'est la musique. C'est Hmm. la musique est un espèce de stimulant incroyable, Ouais. et je vais m'amuser. Alors soit je mets vraiment comme ça de la musique et je laisse dérouler, ou si Ouais. vraiment tu sais t'as un moment où euh, et puis c'est des downs qui sont pas forcément rationnels. J'ai la chance qu'aujourd'hui tout aille très bien dans ma vie. Enfin je suis la dernière personne à plaindre, hein. Mais malgré tout, tu sais, avec l'épuisement, etc. Ouf, Ouais. ouais, t'as une baisse de régime. Et là, pour le coup, si vraiment il faut que j'aille créer le rebond, je vais d'abord choisir une musique qui correspond exactement à mon état émotionnel. Hmm. Et vraiment en down, tu vois, genre je vais partir sur un piano très mélancolique, très. Et puis la musique d'après, voire même parfois avant, c'est-à-dire comme si la musique avait reconnu ce que je vivais, Ouais. je vais aller chercher une musique un peu plus dynamisante. Et puis Hmm. encore un peu plus. Et après, je vais réfléchir quelle direction je vais me donner. Est-ce que je veux finalement arriver avec un smile très détendu, ou est-ce qu'à l'inverse, presque avant une conf, version Ouah, mode warrior, on y va et puis on va aller chercher la salle et arriver en force. Donc là, je vais partir sur des musiques très très dynamisantes. Ouais. Est-ce que je vais avoir besoin de me reconcentrer derrière, retrouver l'énergie pour ensuite me concentrer et rédiger? Et dans ce cas-là, je vais Hmm. partir plus sur des musiques euh, calmes et solaires. Tu vois, enfin. Ouais. Et donc, je vais jouer avec la musique et je vais aller chercher un écho dans la musique qui va me donner, qui va me redonner le boost, le pulse. Et si j'ai la possibilité, et si elles sont là, un autre truc moi qui marche très très bien, mais le truc c'est qu'elles sont pas tout le temps là, c'est que j'ai la chance d'avoir deux petites filles, ma chère et tendre, et je vais juste passer un moment avec eux. Et Ouais. c'est des rayons de soleil, pouf, c'est Hmm. mission impossible d'afficher un air fatigué avec. Avec elle. C'est impossible, voilà. Donc, mais elles sont pas tout le temps là. Ouais, mais bon, mais je comprends. Mais en tout cas, bon, c'est cool et merci de ce partage là aussi. C'est vrai que la musique, j'avais vu une étude sur la musique, donc une chercheuse qui avait passé quelques années là-dessus. Ça a été mis en lumière par Deezer et Spotify. Et en fait, dans notre journée, pour être bien, a priori, il faut différents types de musique. Et ils ont réussi à séquencer en fait en minutes, voilà, tant de musique mélancolique, tant de musique en fait, où tu vas avoir un shoot de dopamine qui va débarquer derrière, des choses, voilà, en effet un peu plus énervées, et puis des choses beaucoup plus relax, là, qui vont déclencher un peu plus de GABA derrière. Donc euh, en effet, la musique, c'est dingue ce que c'est capable de faire, quoi. Hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, Donc ouais, Puis il y a une troisième stratégie, tiens, que je t'ai pas donnée, ouais, vas-y. et que j'adore. J'appelle mes équipes. Hmm. J'appelle mes équipes. Mais ils vont en témoigner. Des fois, je les appelle. Salut, ça va? Il me dit ouais, ça va. Et qu'est-ce que tu veux, Guillaume? Rien. Je suis peut-être avec toi. Tu vois, Ouais, et, on s'appelle comme ça. ouais. Et voilà, tu sais, t'as l'énergie du groupe. Hmm. Autant t'essayes quand t'impulses comme ça d'en diffuser au maximum. Ouais. Et puis en fait, il la récupère et ça fait un égrégore et ouf, ensuite il te la renvoie et 5-10 minutes après, t'as un smile jusqu'ici, t'es reparti à remonter comme un coucou et let's go quoi. Ouais, ouais, Ça mais aussi, ça. c'est une super stratégie, ça. Ouais, ouais, je prends. Euh, je prends. Quand. Ouais. Quelle personne ou quel type de personne, ouais, plutôt quelle personne tu verrais sur ce podcast ou que tu aimerais écouter? Oh, il y en a plein, Alors il y en plutôt a plein. francophone pour le peu parce que on est quand même sur plutôt des Français ou des francophones qui nous écoutent. Mais voilà, qui t'aimerais écouter? Euh, Qui c'est que j'aimerais bien écouter? Tu as Ah mais le truc c'est que mon premier réflexe c'est de penser à toutes les personnes que j'ai dans l'écosystème de BMO. Ouais, Euh, mais ô combien on a des pépites là-dedans, mais en essayant d'élargir plus loin le cercle. T'as quelqu'un avec qui, si ça m'arrive de faire aussi des conférences et où je m'éclate, ouais. t'as Edgar Gros-Piron Ah euh, yes. qui travaille avec Denery.
et Lélia, c'est vraiment toute son équipe, Ouais. sur la motivation. Et ils sont solaires à souhait. Ils m'ont invité sur leur programme Motivator il y a quelques semaines. Ouais. Ah là 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 là. Toi, t'arrives en tant que conférencier, arrive à un regard, et ouf, quand t'es pris dans leur dynamique, pareil, là, c'est dynamisant à souhait. Ils Ouais. ont un regard sur la motivation, la mise en mouvement de l'individu, qui est génialissime. Hmm. Donc comme ça, spontanément, je pourrais te parler d'Edgar Groupion, Ouais. et de son équipe. Alors Edgar, alors, on a été mis en relation et au tout début, tu vois, on est au 53e épisode aujourd'hui et il m'avait dit, bon, Quentin, quand tu auras une audience un peu plus développée, ok, mais là, c'est pas ok. Oh, Je dis dur! ok, merci Edgar, je prends note. Dur, dur. Ouais. Mais voilà, tu peux avoir ça. Tu peux. Euh, Au niveau du sport, t'as une personne. Alors là, pour le coup, là, je te parle vraiment de quelqu'un qui est dans le Giro de BMO, Ouais. qui travaille sur les réflexes du corps Hmm. et comment la posture va venir dynamiser d'une manière ou d'une autre l'individu. Ok. Et c'est assez fantastique ce qu'il fait là-dessus. Euh, Par contre, enfin, je connais son prénom et sa société, c'est Sixième Sens. Ok. Mais il faudra que je te retrouve son nom. Ouais, Et, tu et- me retrouves son nom carrément. et fantastique. Génial, il m'a bluffé, hein. Il est venu sur Bordeaux pour m'en faire une démonstration en live. Et Ok. vraiment bluffé. D'accord. C'est très très intéressant et vu tous les thèmes que tu abordes, c'est Hmm. encore une autre relation au corps auquel on Ok. n'a pas l'habitude. Pour juste te donner un exemple, hein, par exemple, il va être sur de la poussée, donc lui il se met en force de Ouais. résistance, toi tu te mets en position de poussée et lui il va résister et il va te poser des questions. Et par exemple, Et ouais, quand je vois tu ce que tu restes veux dans le dire. vrai, tu vas pouvoir le pousser et à un moment donné, tu mens sur un truc. C'est bon, c'est toi qui voles. T'es là, waouh. C'est D'accord. Par C'est, exemple, il va apprendre à des sportifs, je pense au golf, à swinger d'un ouais. côté tant que tout va bien. Et Hmm. dès qu'il va y avoir une fatigue ou un stress, tu swings dans l'autre sens. Tu mets plus le même pied. Ok. Et c'est assez déstabilisant comme truc. Et Mais ouais. c'est que en fonction de donc des émotions, donc des déclencheurs endocrinaux, tu vas Ouais. pas avoir les mêmes réponses physio. Ok. Et c'est passionnant comme sujet. Ah, ça me donne vraiment envie. Donc, ouais, je veux bien. Donc, Société Sixième Sens, et ouais, je veux bien que tu me mettes en relation dans ces cas-là avec Ouais. cette personne. Ouais, top. Comment on peut te joindre? Comment on peut me joindre? Principalement, bah, déjà via le site de BMO Academy. Dans la Ouais, donc, partie contact, c'est peut-être la façon la plus simple de pouvoir me contacter, ouais, que ça soit par mail. Si c'est par téléphone, c'est pas que je ne veux pas répondre aux gens au téléphone, mais comme je suis en mode visio et de ouais. 9h à 18h quasiment non-stop, eh bah, je peux pas répondre. Donc généralement, c'est ma collaboratrice qui réceptionne les appels. Hmm. Et auquel cas, Super je te Séverine, hein, on va répondrai. l'appeler. C'est ça, Super Séverine, exactement. Un petit coucou si elle nous écoute. Ouais. Et donc, à ce moment-là, effectivement, je pourrais te communiquer le numéro de téléphone. Je sais pas comment on pourra l'afficher. Non, mais Euh, Comme ça. on va plutôt, ben, je vais mettre tous les liens dans les notes du podcast, donc ton site web. Je vais mettre les liens pour aller voir ton profil LinkedIn également. Est-ce que t'es sur Facebook, Insta peut-être, où Moi, on je suis peut te sur suivre? Facebook aussi, je suis sur Insta. Ouais, Insta, c'est devenu un peu les coulisses de BMO. ok, C'est là qu'on découvre un peu plus les coulisses. Sur LinkedIn, on est sur des sujets plus creusés. bien sûr. Sur Facebook, c'est plus abordé sur l'angle sociétal, moins Ouais, technique et plus sociétal. Et puis voilà. Puis je me suis limité déjà à ça. Ça me c'est mettait pas déjà mal de pas mal, réseaux, ouais. hein. Ça me mettait pas mal de C'est réseaux clair. à gérer. Bon, en tout cas, on mettra tout ça dans les notes du podcast pour te contacter. Je pense qu'il y en aura quelques-uns. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Ouais, soyez curieux. Et quand deux chemins se présentent à vous, prenez toujours celui que vous ne connaissez pas. Et ça fait faire des rencontres et des découvertes absolument incroyables. Ouais, bon bah franchement, terminé là-dessus, on ne pouvait pas faire mieux. Bah, merci infiniment Guillaume, j'ai passé un bon moment, un vrai bon moment avec toi. Et Un puis grand, bah,
À Un très grand, vite. grand merci. Ouais, grand plaisir. Un grand, grand À très merci vite. à toi et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À très Ouais, bientôt. merci Guillaume et à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, allez mettre 5 étoiles sur notre podcast, que ce soit sur Apple, Spotify, Deezer et Co. Et puis surtout, mettez dans les notes, mettez un petit mot, un commentaire. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet épisode? On répondra bien évidemment derrière. Allez. À très bientôt tout le monde, rendez-vous semaine prochaine avec une nouvelle personnalité tout aussi exceptionnelle que Guillaume. Salut, ciao ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.